de vous parler de la classification de Banff qui potentiellement peut être un peu rébarbative sans que vous vous endormiez. Donc, comme vous le savez, la classification de Banff, c'est la classification ANAPAD de référence en transplantation rénale. Et vous le savez également, la biopsie de greffon rénal, c'est un outil de surveillance indispensable pour le suivi des patients greffés. Et donc, les indications de cette biopsie de greffon sont multiples. Vous savez qu'on peut faire des biopsies préimplantatoires ou encore appelées biopsies de déclampage avant la greffe, donc au moment de la préparation du greffon. On peut faire des biopsies de dépistage ou à des temps systématiques, souvent au cours de la première année, à 3 mois, 1 an, voire à 2 ans. Et puis, le plus souvent, des biopsies pour indication. Donc, dès qu'il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas par un problème autre, on peut être amené à faire une biopsie. Donc, par exemple, une reprise retardée de fonction en post-greffe. Lorsque la fonction du greffon est suboptimale, on estime qu'on pourrait obtenir mieux lorsqu'il y a une dysfonction aiguë, une protéinurie, ou qu'on suspecte par exemple une récidive de la néphropathie initiale. Donc les contre-indications de la biopsie du greffon, vous les connaissez, c'est à peu près comme pour la biopsie de rein natif, c'est l'hypertension artérielle non contrôlée, les anomalies de l'hémostase, même si on peut faire des biopsies par voie transveineuse, la pyélonéphrite du greffon, évidemment on essaye d'éviter de faire des biopsies pour une pyélonéphrite, et puis l'absence de consentement du patient, puis il y a des contre-indications relatives qu'on peut détourner en faisant par exemple des biopsies sous échographie lorsqu'il y a une fistule artério-veineuse ou un greffon intrapéritonéal. Donc qu'est-ce qu'on peut voir avec une biopsie de greffon? Beaucoup de choses. Bien sûr, on va surtout essayer d'éliminer un rejet. C'est la première chose qu'on a envie d'éliminer pour pouvoir la traiter. On va pouvoir voir des lésions de nécrose tubulaire qui peuvent être des conséquences de la réanimation du donneur. Lorsqu'on fait des biopsies préimplantatoires, on a envie de voir quelles sont les lésions héritées du donneur pour, si on voit des lésions chroniques par la suite, savoir finalement ce qui est apparu après la greffe ou ce qui était déjà présent au moment de la greffe. On peut voir des lésions de toxicité des médicaments, des récidives de la maladie initiale. Vous allez voir qu'il y a pas mal de néphropathies qui peuvent récidiver sur le greffon, des glomérulonéphrite de novo qui sont quand même plus rares, des infections virales, notamment la néphrite à ABK-virus, ou des syndromes lymphoprolifératifs qui sont également relativement rares. Donc la technique de la biopsie, vous la connaissez certainement. L'avantage de la biopsie du greffon rénal, c'est qu'on peut le comprimer assez facilement, donc il ne nécessite pas forcément une hospitalisation conventionnelle, on peut le faire en hôpital de jour. Il nécessite une surveillance de quelques heures uniquement. Et donc on va faire un repérage échographique, comme pour le rein natif, et puis sous anesthésie locale, faire une biopsie avec des pistolets automatiques le plus souvent. Ce qui est recommandé, c'est d'utiliser des aiguilles de 16 gauges. Donc c'est ce qui permet un meilleur rapport rendement en termes de glomérules et complications. Donc le moins de complications hémorragiques. Et puis on va essayer dans l'idéal d'avoir 2 fragments de biopsie. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et puis donc après cette biopsie, un alitement de 4 heures et puis une surveillance d'hémodynamique. Et puis la complication la plus fréquente, c'est l'hématurie, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on va faire des fragments qu'on obtient après une biopsie de greffon rénal? Donc dans l'idéal, c'est d'en avoir 2. Un qu'on va mettre dans un fixateur pour faire de la microscopie optique. Donc le fixateur qu'on utilise le plus souvent en ANAPAD, c'est le formol, mais pour les biopsies rénales, on en utilise un autre, en tout cas en France. Dans la plupart des centres, c'est l'AFA, qui associe du formol, de l'alcool et de l'acide acétique, qui permet d'avoir une plus belle morphologie. Et donc ces fragments vont être mis en cassette, une fois qu'ils sont fixés, inclus en paraffine, et on va obtenir ces blocs de paraffine qu'on va couper et étaler des lames donc étaler des coupes sur des lames qui vont ensuite être colorées, et donc on va les regarder une fois que ces lames seront colorées. Donc en général, il y a un temps forcément imparti est nécessaire, et donc on regardera les biopsies le lendemain du jour où elles ont été faites. L'autre fragment, on va le congeler pour faire une étude en immunofluorescence. Donc certains centres font de l'immunofluorescence de façon systématique, donc comme pour les reins natifs, ou alors comme à Necker par exemple, on le fait seulement
en cas de néphropathie qui peut récidiver ou s'il y a des signes histologiques qui peuvent amener à avoir envie de faire cette immunofluorescence. On peut également faire le CKD, je vais vous en parler un peu plus tard, en immunofluorescence. Un troisième fragment peut être utilisé, mais c'est quand même relativement rare en transplantation rénale pour l'instant, pour de la microscopie électronique, ou en tout cas un fragment du second fragment, pour étudier des signes qui peuvent être très subtils et visibles uniquement en microscopie électronique. Et vous allez voir que dans la classification de Banff, il y a des signes histologiques qui nécessitent normalement de réaliser de la microscopie électronique. Donc voici des exemples de coloration qu'on peut utiliser en microscopie optique. Donc la coloration qui est le plus souvent utilisée dans la plupart des centres, c'est le trichrome de Masson. C'est souvent ce qu'on vous montre le plus souvent en staff anapathe, donc qui permet de colorer notamment en vert la fibrose. La coloration argentique qui permet de bien montrer les membranes basales, notamment la membrane basale glomérulaire. Et le PAS qui est très utile pour voir les lésions tubulites. Je vais vous en reparler tout à l'heure, donc qui colore en rose les membranes basales également, notamment les membranes basales tubulaires. D'autres colorations sont utilisées pas de façon systématique, comme en rein natif, le rouge Congo pour les dépôts amyloïdes, le Moncosa qui va colorer en noir les calcifications, et puis on peut faire de l'immunohistochimie pour le C4D, je vais en reparler encore tout à l'heure, ou comme je vous ai dit, de l'immunofluorescence. Alors on en vient à la classification de Banff à proprement parler. Donc cette classification de Banff, elle a été élaborée il y a déjà 27 ans, en 1991, par un petit comité d'experts anapathes qui se sont réunis dans la ville de Banff, d'où son nom, ils avaient en fait envie de se mettre d'accord pour définir précisément et s'accorder entre eux pour les lésions élémentaires, notamment les lésions de rejet, pour faciliter le diagnostic et puis s'harmoniser pour que tout le monde puisse parler de la même chose, notamment pour les essais cliniques. Et donc depuis 1991, cette classification de Banff a lieu tous les 2 ans. Donc il y a eu à ce jour 14 conférences. La dernière était... les premières ont eu lieu à Banff et puis depuis ça change de ville à chaque fois. Et donc la dernière était à Barcelone en mars 2017 et la prochaine aura lieu à Pittsburgh en septembre 2019. Ça alterne un peu entre États-Unis et Europe. Et donc à chaque fois qu'il y a une réunion de Banff, il y a une publication qui est publiée en général 1 à 2 ans après pour résumer un petit peu ce qui s'est dit au cours de cette classification et notamment lorsqu'il y a des changements dans la classification de Banff. Depuis 2009, ce qui est intéressant également, c'est que se sont mis en route des groupes de travail, donc les Banff Working Group, en fait, qui donc, tous les 2 ans font des rapports un petit peu sur ce sur quoi ils ont travaillé. Et puis, donc, une fois qu'il y a une publication ou que le groupe de travail a terminé de travailler sur son sujet, il s'arrête et puis il y en a de nouveaux qui sont créés. Donc la classification de Banff, en fait, elle a permis d'établir des critères semi-quantitatifs pour les 4 compartiments du rein, donc les glomérules, les tubes, l'interstitium et les vaisseaux. Et il y a à la fois des lésions aiguës et des lésions chroniques. Donc là, je vous mets un petit rappel, mais je sais que vous connaissez quand même l'anatomie du rein, donc les glomérules, l'interstitium, les tubes et puis les capillaires, donc qui sont les capillaires que l'on retrouve entre les sections tubulaires. Et pour ce qui est des vaisseaux de plus gros calibre, on va distinguer les artérioles, donc qui ont moins de 2 couches de cellules musculaires lisses, des artères qui ont donc 2 couches ou plus de cellules musculaires lisses. C'est comme ça qu'on les distingue. Donc un tableau un peu rébarbatif, ça commence, attention, accrochez-vous. Donc pour toutes les lésions, on distingue donc ces 4 compartiments, glomérules, interstitium, tube, vaisseau, les différents vaisseaux, et puis il y a des lésions aiguës et des lésions chroniques, et toutes ces lésions sont résumées par un symbole. Donc pour les glomérules, la glomérulite CG, les lésions chroniques, on va s'intéresser surtout au double contour et à l'épaississement mésangial. Pour l'interstitium, il y a l'inflammation qui est symbolisée par le I, et puis ça s'est un peu corsé au cours des dernières années. Il y a maintenant le TI, qui est l'inflammation totale, et le I-IFTA, qui est l'inflammation dans la fibrose. Je vais vous en reparler un petit peu. Et la fibrose interstitielle, le CI, la tubulite, le T, atrophie tubulaire. Pour les vaisseaux,
Les lésions aiguës concernent les artères, donc l'artérite intimale, qui est symbolisée par le V, et les capillaires péritubulaires, qui est symbolisé par le CPT. Et pour les lésions chroniques, on va distinguer les lésions des artères, fibrose intimale, CV, ou la hyalinose artériolaire, AH. Et donc toutes ces lésions sont scorées de 0 à 3. Et on va passer ça en revue, mais avec quelques exemples. D'abord, ce que nous dit la classification de Banff, c'est qu'il nous faut un minimum de structures tissulaires analysables. Donc on va distinguer les biopsies adéquates, les biopsies limites et les biopsies inadéquates. Donc une biopsie est adéquate s'il y a plus de 10 glomérules ou plus, et il faut également 2 artères ou plus. Elle va être inadéquate s'il y a moins de 7 glomérules ou pas d'artères, et puis limite entre les deux. Ensuite, une fois qu'on aura scoré toutes ces lésions élémentaires, on va faire un diagnostic. Et donc la classification de Banff, elle définit 6 catégories diagnostiques. Et vous voyez que finalement, depuis la première classification en 91 jusqu'à maintenant, on a toujours ces 6 catégories diagnostiques qui ont assez peu changé. Et donc on va les voir une par une. La première catégorie, c'est le rein normal, donc là on va passer. La seconde catégorie, c'est ce qui était en 91 le rejet hyperaigu. C'est finalement la catégorie qui a le plus changé au cours de toutes ces classifications de Banff, qui concerne finalement ce qu'on appelle maintenant les lésions médiées par les anticorps. La troisième catégorie, les lésions borderline. La quatrième, le rejet cellulaire. La fibrose interstitielle pour la cinquième catégorie. Et puis finalement la dernière catégorie qui regroupe tout le reste, tout ce qu'on peut trouver dans un greffon. Donc je vais vous illustrer ça un petit peu. La néphrite avec virus, la néphrotoxicité, la nécrose tubulaire, les récidives, etc. Donc la catégorie 1, on passe. La catégorie 1, c'est le rein normal ou alors des petites lésions qui ne rentrent dans aucune catégorie diagnostique, comme les lésions vasculaires chroniques par exemple. Et donc la catégorie 2, ce sont les lésions à médiation humoral. Donc vous voyez qu'en 97, le rejet humoral était vraiment très mal décrit. On parlait de rejet hyperaigu ou de rejet aigu accéléré. Il n'y avait aucun critère histologique qui était vraiment bien défini. Et donc ça a changé dans les années qui ont suivi, notamment avec la découverte du C4D, qui a été découvert en 91 par Fucht, qui a vu que certains rejets présentaient des dépôts de compléments, donc de C4D, et il a supposé que ces dépôts de compléments pouvaient résulter d'une attaque du greffon par des anticorps dirigés contre les cellules endothéliales. Et il trouvait ce C4D dans 54% des cas de greffons avec une dysfonction. Et il a été montré dans les années qui ont suivi que ces rejets C4D positifs avaient un beaucoup plus mauvais pronostic que les rejets C4D négatifs. Dans le même temps, ce qui a été montré, c'est que finalement, les patients qui avaient des anticorps anti-HLA de classe 1 avaient des signes histologiques un peu particuliers sur leur biopsie, et notamment, ce qu'on va revoir après, de l'inflammation des capillaires, notamment capillaires péritubulaires, donc la capillarite péritubulaire, et l'inflammation dans les capillaires glomérulaires ou glomérulite. Tout ça a mené en 2001 à la dose morale qui reposait sur une triade, donc, qui associait des signes histologiques qu'on va revoir, donc notamment l'inflammation de la microcirculation, mais également la nécrose tubulaire ou la nécrose fibrinoïde des artères, donc l'artérite intimale V3, qui associe également du C4D et la présence d'anticorps anti-HLA dirigés contre le donneur, en tout cas, ou anti-cellules endothéliales. Et ça, Renaud va vous en parler un peu plus tard, donc des anticorps anti-HLA. Donc ça reposait sur cette triade, notamment donc, des signes histologiques d'agression tissulaire avec l'inflammation de la microcirculation. Donc on va donc dans les glomérules qui est la glomérulite. Donc la glomérulite, la définition a changé en 2013. C'était avant défini par la présence de plus de 5 cellules
dans les capillaires glomérulaires. Et maintenant, depuis 2013, c'est défini comme l'occlusion complète ou partielle, comme ici, vous voyez une occlusion complète de 2 capillaires glomérulaires par des cellules inflammatoires. Pourquoi cette définition a changé? C'est qu'en fait, on s'est aperçu que avec cette nouvelle définition, les anapathes étaient beaucoup plus reproductibles entre eux et que c'était également associé de façon plus significative à des marqueurs moléculaires de rejet humoral. Donc depuis, c'est cette nouvelle définition qui prime, donc occlusion complète ou partielle de la lumière d'une ou plusieurs anses capillaires glomérulaires. Et en fait, on regarde le nombre de glomérules dans une biopsie qui ont ce genre de lésion, et on va scorer la glomérulite en fonction du pourcentage de glomérules avec de la glomérulite, avec comme seuil 25%, moins de 25% pour le G1, 25 à 75% des glomérules pour le G2, et plus 75% des glomérules pour la glomérulite G3. L'autre signe histologique d'agression tissulaire caractérisé par une inflammation de la microcirculation, c'est la capillarite péritubulaire. Donc la capillarite péritubulaire, c'est la présence de cellules inflammatoires dans les capillaires péritubulaires, comme vous voyez ici. Et finalement, cette capillarite péritubulaire, elle est gradée en fonction du nombre de cellules dans le capillaire le plus atteint. Donc CPT0 lorsqu'il y a moins de 3, pas de cellules ou moins de 3 en tout cas dans le capillaire le plus atteint. CPT1, 3 ou 4 cellules dans le capillaire le plus atteint. CPT2, 5 à 10 et CPT3, plus de 10 cellules dans le capillaire le plus atteint. Donc ici, il y a probablement plus de 10 cellules, donc on classerait cette biopsie en CPT3. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que cette capillarite concerne plus de 10% de capillaires. Donc si vous avez seulement 1 ou 2 capillaires péritubulaires avec des cellules, ce ne sera pas suffisant pour parler de capillarite péritubulaire. Ce qui est aussi probablement important, qu'on ne fait pas systématiquement, mais peut-être qu'on devrait le faire, c'est de préciser le caractère focal ou diffus de cette capillarite péritubulaire, c'est-à-dire de dire si elle concerne plus de 50% des capillaires ou moins de 50%, donc diffus plus de 50%, parce que ce caractère diffus est probablement associé à un plus mauvais pronostic. Il y a aussi des recommandations pour savoir où scorer cette capillarite péritubulaire. Il faut éviter certaines zones, notamment la région sous-capsulaire. On ne la score pas non plus dans la médulaire, puisqu'il y a très souvent des cellules dans les capillaires péritubulaires de la médulaire, les zones de pyélonéphrite, les zones d'infarctus, et puis on ne la score pas non plus dans des capillaires coupés longitudinalement. Alors pourquoi c'est important de faire ce score de glomérulite et de capillarite péritubulaire? Il y a des études qui ont montré que cette intensité d'inflammation de la microcirculation était associée à la présence de DSA. Vous voyez ici, avec l'augmentation de cette inflammation de la microcirculation, on trouve de façon plus fréquente des DSA chez les patients. 89% de patients ont des DSA lorsqu'ils ont une capillarite plus glomérulite à 5. Vous remarquez quand même que 11% des patients n'ont pas de DSA anti-HLA alors qu'ils ont de l'inflammation de la microcirculation. Et ça, on va en reparler pour la dernière classification de Banff, parce qu'il y a des critères qui ont changé du fait de ces rejets humoraux, en tout cas qui ressemblaient à des rejets humoraux sans DSA. Ce qu'on sait aussi, c'est que cette intensité de l'inflammation de la microcirculation, elle est associée à un plus mauvais pronostic. Vous voyez ici que les patients avec un score de 4 ou 5 ont de façon très significative une mauvaise survie du greffon. Les autres signes histologiques qui sont des critères de rejet aigu humoral, c'est la nécrose tubulaire aiguë. Donc la nécrose tubulaire aiguë, elle est caractérisée par des épithéliums amincis, des débris dans les lumières, des lumières tubulaires trop bien visibles. Après, la nécrose tubulaire aiguë, c'est un signe très peu spécifique qui peut se voir dans beaucoup de situations, notamment chez le greffé. Donc il faut bien sûr exclure toutes les autres causes avant d'imputer un rejet humoral. Ce n'est pas toujours évident, où on sait que chez le greffé, il y a souvent des situations un peu complexes avec des causes de nécrose tubulaire un peu multifactorielles. Mais cette microangiopathie thrombotique, elle est également multifactorielle. Elle ne se voit pas que dans le rejet humoral, ou ça vous le savez même pour le rein natif. Il y a beaucoup de choses qui peuvent donner de la microangiopathie thrombotique, et en greffe, notamment la toxicité des inhibiteurs de la calcineurie, peuvent donner de la MAT.
la récidive des CHU atypiques, bien sûr, et également certaines infections virales, même si la BMR est une des causes principales de microangiopathie thrombotique en post-transplantation. Enfin, des derniers signes histologiques de rejet humoral, c'est l'artérite intimale, donc la lésion V. L'artérite intimale, elle est définie par la présence d'une ou plusieurs cellules inflammatoires sous l'endothélium, qui vont se glisser sous l'endothélium. Ça, c'est pour les lésions V1 et V2. Et pour la lésion V3, elle est définie par une inflammation transmurale ou la présence de nécrose fibrinoïde dans la paroi, que vous voyez ici, ou encore sur cette diapo ici avec en rouge la nécrose fibrinoïde. Donc l'artérite V0, donc il n'y a pas d'artérite. V1, lorsqu'il y a une réduction de moins de 25% du calibre de l'artère, comme ici, vous voyez des cellules inflammatoires qui se glissent sous l'endothélium. V2, lorsqu'il y a une obstruction de plus de 25% de la lumière artérielle, comme ici. Et puis V3, on en a parlé. Je vous ai remis des exemples d'artérite intimale. Ici, une artérite V1 avec, on voit bien des cellules inflammatoires qui se sont glissées sous l'endothélium de l'artère. Et ici, encore une lésion V2 avec un rétrécissement de la lumière artérielle de plus de 25%. Une lésion V3 ici assez grave avec des cellules endothéliales sous l'endothélium et puis de la nécrose fibrinoïde ici dans la paroi artérielle avec souvent de l'inflammation périvasculaire. Alors, l'artérite intimale avant 2013, seules les lésions V3 étaient dans les critères histologiques de rejet humoral, donc les lésions avec nécrose fibrinoïde. Tandis que les lésions V1 et V2 ne se voyaient, d'après la classification de Banff, que dans le rejet cellulaire. Et donc finalement, depuis 2013, et je vais vous expliquer pourquoi, toutes les lésions, que ce soit V1, V2 ou V3, peuvent être un critère histologique de rejet humoral. Et c'est notamment grâce à une étude réalisée par Carmen Lefaucheur et Alexandre Loupi qui a repris 302 rejets qu'ils ont analysés en analyse en composantes principales, en prenant les lésions histologiques, la présence de DSA, et ils ont vu qu'en les analysant comme ça, on pouvait définir 4 groupes de patients. Des patients avec du rejet cellulaire sans lésion d'artérite intimale, des patients avec du rejet cellulaire avec lésion d'artérite intimale, des patients avec du rejet humoral sans artérite, et un groupe de patients avec du rejet humoral et des lésions d'artérite intimale, avec dans ce groupe-là à la fois des lésions V1, V2 et V3. Et c'est aussi de toute façon ce à quoi étaient confrontés les anapathes, c'est que régulièrement, on voyait des lésions d'inflammation de la microcirculation avec des lésions d'artérite intimale qui n'étaient pas des lésions V3, mais des lésions V1 ou V2, alors que donc il y avait par ailleurs d'autres signes de rejet humoral, mais d'après la classification de Banff, on ne pouvait pas, on était obligé de parler en voyant des lésions V1 et V2 de rejet cellulaire uniquement, puisque d'après la classification de Banff, seule la lésion V3 pouvait définir le rejet humoral. Et donc finalement, ce qu'ils ont montré également dans cette étude, c'est que ces rejets humoraux avec des lésions d'artérite intimale avaient un beaucoup plus mauvais pronostic que les autres, probablement en partie du fait qu'ils étaient mal classés et classés en rejet cellulaire, donc ne recevaient pas un traitement adapté au rejet humoral. Voilà pour les signes histologiques. Un dernier signe histologique de rejet humoral, c'est le C4D. Donc on en a déjà parlé. Le C4D, c'est un produit de dégradation de la cascade du complément qui est produit donc, au cours de l'activation de cette cascade par la voie classique. Et en fait, il va se fixer de façon covalente au capillaire péritubulaire. Et donc on peut le mettre en évidence, je vous l'ai dit tout à l'heure, soit en immunohistochimie. Ça va donner ce marquage linéaire et circonférentiel des capillaires. On peut également le mettre en évidence en immunofluorescence. Et donc ça dépend des centres. Certains centres préfèrent l'immunofluorescence et d'autres l'immunohistochimie. Et donc en fait ce C4D il est gradé en fonction du pourcentage de capillaires qui sont marqués. Donc un C4D 1, c'est moins de 10% des capillaires qui sont positifs. C4D2, 10 à 50 et C4D3, plus de 50% des capillaires. Donc, dans la classification de Banff, on considère que le C4D est positif à partir de 1 lorsque c'est fait en immunohistochimie
et à partir de 2 seulement lorsque c'est fait en immunofluorescence. Pourquoi cette différence? C'est qu'en fait, on considère que le CKD, la technique du CKD est plus sensible en immunofluorescence. Alors, ce qui a été montré par rapport au C4D, notamment dans cette étude encore d'Alexandre Loupy sur des patients qui avaient des DSA, donc des anticorps anti-HLA, le C4D, l'intensité du C4D est associée à l'intensité de l'inflammation de la microcirculation, donc la glomérulite, la capillarite péritubulaire, et également à la présence de doubles contours. Les doubles contours, je vais vous en parler juste après, c'est un signe de rejet humoral chronique. Ce qui a été également montré dans cette étude, c'est que le C4D et son intensité est associée également à la MFI des anticorps anti-HLA de classe 2, ce qu'on peut voir ici sur ce graphique, mais ce n'est pas le cas pour les anticorps anti-HLA de classe 1. Ce qui était également intéressant dans cette étude, c'est que les patients avaient des biopsies de dépistage à 3 mois et 1 an, et en fait, ils faisaient le delta de C4D entre la biopsie à 1 an et la biopsie à 3 mois, et on voyait que 54% des patients avaient une fluctuation du C4D, soit une augmentation, soit une diminution. Les autres avaient un C4D stable, mais finalement cette étude a montré que le C4D était fluctuant dans le temps chez ces patients. Ce qui était également très intéressant dans cette étude, et qui a découlé à des changements dans la classification de Banff, en tout cas cette étude entre autres et d'autres également, c'est que parmi ces patients avec des DSA, certains n'avaient pas de CKD, un CKD négatif, mais malgré tout de l'inflammation de la microcirculation, donc des signes de rejet humoral. Donc ils remplissaient les critères histologiques, les critères immunologiques avec des DSA, mais ils n'avaient pas de CKD. Donc ils n'avaient pas les critères suffisants à l'époque pour parler de rejet humoral. Et malgré tout, ces patients avec de l'inflammation de la microcirculation sans CKD développaient du rejet humoral chronique sur leur biopsie à 1 an. Donc finalement, le concept de rejet humoral CKD négatif est apparu après cette étude, donc en 2011. Donc en fait, il y a eu des changements majeurs dans la définition du rejet humoral au cours de la classification de 2013, avec en fait l'apparition du rejet humoral CKD négatif et l'inclusion des lésions d'artérite intimale V1 et V2 dans les critères du rejet humoral. Donc globalement, ce sont quasiment les critères actuels du rejet humoral. Donc des signes histologiques, on a vu l'inflammation microvasculaire, soit de la glomérulite, soit de la capillarite péritubulaire, de l'artérite intimale, il faut qu'il y ait au moins un de ces signes histologiques, donc V1, V2 ou V3, de la microangiopathie thrombotique ou de la nécrose tubulaire aiguë, mais il faut avoir éliminé les autres causes. Et puis, le second critère, c'est plus uniquement le C4D, mais ça peut être également remplacé par une inflammation de la microcirculation, donc G plus PTC supérieure ou égale à 2, donc il faut qu'elle soit significative, et par des marqueurs moléculaires. Donc, les marqueurs moléculaires, c'était la première fois à Banff qui rentrait dans la classification. Donc, si on fait une étude transcriptomique des biopsies et qu'on voit des marqueurs moléculaires d'activation des cellules endothéliales ou liées au rejet humoral, si ces marqueurs ont été validés, ça peut être un critère d'interaction des anticorps avec l'endothélium. Et enfin, la positivité des DSA, notamment les anticorps anti-HLA ou des anticorps non anti-HLA qui sont plus rares. Ces signes histologiques de rejet humoral peuvent se chroniciser, et donc on va voir maintenant les signes de rejet humoral chronique. Donc la glomérulite va entraîner la présence de doubles contours, la capillarite péritubulaire va entraîner une multilamellation des capillaires péritubulaires, et ça c'est un signe histologique qui ne se voit qu'en microscopie électronique. Et puis l'artérite intimale peut aboutir à la présence de fibrose intimale dans la paroi des artères. Donc voilà les signes du rejet humoral chronique actif en 2013. Donc les critères 2 et 3 sont les mêmes.
Et finalement, c'est les critères histologiques qui changent. Donc au moins un de ces critères, soit des doubles contours, soit une multilamellation des capillaires péritubulaires, soit un épaississement intimal CV. Donc les doubles contours, comment on les définit? On les voit de façon histologique, donc surtout sur la coloration argentique, par ces aspects en rail de la membrane basale glomérulaire. Et en fait, on va les scorer dans le glomérule le plus atteint en fonction du pourcentage de membrane basale glomérulaire qui a des doubles contours. Donc, soit moins de 25% de la membrane basale glomérulaire, c'est le CG1B. Je vais revenir après sur le CG1A. Soit plus de 25% et moins de 50%, c'est le CG2, ou plus de 50% pour le CG3. Donc en 2013, il y a eu encore un autre changement dans la classification de Banff, c'est l'ajout du score CG1A, qui en fait nécessite de la microscopie électronique, là encore, et donc c'est la présence de doubles contours qui ne sont visibles qu'en microscopie électronique. Donc vous voyez qu'il y a deux signes histologiques de rejet chronique humoral qui nécessitent de la microscopie électronique, mais ce que ne font pas la majorité des centres, en tout cas en France. Alors voilà quelques exemples de double contour. Vous voyez ici, il y a également de la glomérulite, puisque vous voyez que les anses capillaires glomérulaires sont comblées par la présence à la fois de cellules inflammatoires et de cellules endothéliales turgescentes. Et puis, vous voyez, alors c'est peut-être un peu plus net, on voit ici par exemple un espace clair sous-endothélial qui donne cette impression de double contour. C'est un peu plus net ici sur une coloration argentique. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de coloration. On voit ici les lésions CG3 qui concernent plus de 50% de la membrane basale glomérulaire. Un autre exemple ici, donc de double contour un peu plus focaux, mais qui sont quand même assez étendus. L'expansion mésangiale, c'est un autre signe chronique qu'on peut voir au niveau des glomérules, mais finalement qui ne rentre dans aucune catégorie diagnostique. Ça peut se voir au cours du rejet humoral chronique, mais c'est peu spécifique. Ça peut également se voir dans des récidives de glomérulonéphrite ou dans d'autres pathologies. Et finalement, on ne se base pas sur ce signe pour aucun diagnostic. Je vais quand même vous en parler parce qu'on le fait quand même, puisque c'est dans la classification de Banff. Donc c'est l'expansion du mésangiome qui est définie par une épaisseur du mésangiome d'au moins 2 noyaux de cellules mésangiales. Et donc on le score en fonction du pourcentage de glomérules qui ont ces lésions. Donc avec les seuils toujours un peu habituels dans la classification de Banff, moins de 25%, 26 à 50% pour le MM2 ou plus de 50% pour le MM3. Alors concernant les doubles contours, alors excusez-moi, cette diapo est en anglais, mais c'est facile. Donc finalement, les doubles contours sont pas, ça vous le savez également, sont pas spécifiques du rejet humoral chronique. On a vu tout à l'heure que c'était un signe de microangiopathie thrombotique. Ça peut également se voir dans d'autres pathologies, notamment la glomérulonéphrite membranoproliférative, où dans cette étude, il y avait également beaucoup de patients qui avaient des signes de glomérulonéphrite en rapport avec une hépatite C, qui présentaient des doubles contours, ce qui est quand même assez rare dans nos biopsies. Ces doubles contours sont associés à la présence, à un mauvais pronostic. Ça, vous le voyez ici, les mois après transplantation, la survie du greffon. Lorsqu'on a des doubles contours, on a un très mauvais pronostic, et notamment quand on a des DSA, donc dans le cas d'un rejet humoral chronique. La multilamellation de la membrane basale péritubulaire, donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est un signe qui se voit en microscopie électronique. Il est défini par la présence de 7 couches ou plus de membrane basale péritubulaire dans un capillaire, ou par 5 couches ou plus dans 2 capillaires péritubulaires. L'épaississement fibro-intimal, qui est un autre signe histologique de rejet chronique humoral, on le grade en fonction du pourcentage de calibre de la lumière artérielle qui est réduite. Donc là encore, moins de 25% pour le CV1, 25 à 50 ou plus de 50.
Et donc ça se voit bien sur un trichrome de Masson, avec cet épaississement vert ici de l'intima, qui est donc plus ou moins important, sachant que c'est un signe là encore assez peu spécifique, puisque c'est un signe notamment qu'on voit dans l'hypertension artérielle. Alors, quels ont été les changements au cours de la dernière classification de Banff 2017 pour le rejet humoral? En fait, ce qui ressortait au cours des dernières réunions, c'était que finalement, on voyait régulièrement des biopsies avec des signes histologiques de rejet humoral chez qui on ne trouvait pas de DSA anti-HLA. Et vous avez vu tout à l'heure cette étude dans laquelle 11% des patients avec de la glomérulite et de la capillarite péritubulaire A5 n'avaient pas d'anticorps anti-HLA détectables. Et donc, ce qui a été dit au cours de cette réunion, c'est qu'il est admis que les méthodes actuelles de recherche de DSA ne permettent pas de tous les détecter, notamment les DSA non anti-HLA. Donc finalement, il a été décidé que des alternatives aux critères DSA pouvaient être proposées. Donc le DSA n'est plus un critère nécessaire pour porter le diagnostic de rejet humoral. Il peut être remplacé par le C4D, qui est très spécifique. Lorsqu'il y a un C4D positif, ça veut dire qu'il y a des anticorps dirigés contre les cellules endothéliales du receveur, ou il peut être remplacé par la présence de marqueurs moléculaires. Donc ça nécessite de faire des études de transcriptome au sein, à partir des biopsies de greffons. Un autre changement qui a eu lieu en 2017, c'est le remplacement du terme rejet humoral aigu actif, c'est comme ça qu'on l'appelait jusque-là, qui a été remplacé par le rejet humoral actif, pour des soucis de simplification. Donc voilà les critères à l'heure actuelle pour le rejet humoral actif. Donc ce sont les mêmes pour ce qui est des signes histologiques, ce sont les mêmes pour ce qui est de l'interaction entre les anticorps et l'endothélium, le C4D, l'inflammation de la microcirculation ou les marqueurs moléculaires. Et pour ce qui est du troisième critère qui était avant la présence de DSA, il y a une petite phrase qui a été rajoutée donc, qui signifie que le C4D ou des marqueurs moléculaires peuvent se substituer au DSA. C'est la même chose pour le rejet humoral chronique. Donc on en a fini là pour le rejet humoral, donc la catégorie 2, qui est finalement la catégorie la plus compliquée, qui a le plus changé au cours des dernières années. On va passer à la catégorie 3, c'est les lésions borderline, ou suspicion de rejet cellulaire. Finalement, il n'y a eu aucun changement depuis 2005, et c'est défini par la présence de lésions de tubulite, que je vais vous expliciter tout à l'heure. Donc des lésions de tubulite 1, 2 ou 3, avec une inflammation interstitielle minime, soit I0, soit I1, donc moins de 25% de la surface, ou par une inflammation interstitielle significative, mais avec des lésions de tubulite minimes, donc T1, qui ne dépasse pas le T1. Et il est également précisé en 2005, c'est le changement qu'il y avait eu en 2005, qu'on peut retenir le seuil de I1 ici pour parler de lésions borderline. Donc un I0 T2 ne suffirait pas pour parler de borderline si on le spécifie bien dans le compte-rendu. Et finalement, ce qui va probablement arriver au cours des prochaines réunions, ce dont ont envie les anapathes, c'est d'éliminer cette catégorie, parce que finalement, on n'est pas tellement sûr que toutes les lésions borderline soient vraiment du rejet cellulaire à minima. Et finalement, il y a des études en cours pour essayer de donner des critères précis de rejet cellulaire et éliminer cette catégorie un peu limite. La catégorie 4, c'est le TCMR, le rejet cellulaire. Là, je vous ai mis la classification de Banff 97 avec les critères du rejet cellulaire. En fait, ils n'ont pas changé depuis. Le rejet cellulaire aigu, donc c'est vraiment une catégorie qui a très peu changé. Donc il y a 5 grades. Le grade 1A, 1B, qui sont basés sur la présence d'une inflammation interstitielle significative, donc I2 ou I3, avec des lésions de tubulite T2, donc modérées pour le grade 1A, ou T3 sévère pour le grade 1B, et les rejets cellulaires de grade 2A, 2B et 3, qui sont basés sur la présence de lésions d'artérite intimale, dont on a parlé tout à l'heure, qui peuvent être des signes de rejet humoral,
Ça peut également être un signe de rejet cellulaire. Donc le grade 2A, c'est quand il y a une lésion d'artérite intimale V1, 2B avec une lésion V2, et le grade 3 lorsqu'il y a des lésions V3, donc avec de la nécrose transmurale ou de l'inflammation transmurale ou de la nécrose fibrinoïde. Je vous ai mis ici un peu notre expérience à Necker pour le rejet cellulaire. Finalement, c'est un diagnostic qu'on fait très peu. Le rejet cellulaire, c'est maintenant très rare avec les traitements immunosuppresseurs actuels. Ici, sur une cohorte de 300 patients qui a été suivie sur 1 an et chez qui ont été réalisées 774 biopsies, donc soit des biopsies protocolaires, soit des biopsies pour cause. Finalement, le diagnostic de rejet cellulaire a été fait dans 16 cas, donc dans 2,2% des biopsies. Donc c'est vraiment un diagnostic assez rare. Vous voyez que finalement, ce qu'on fait le plus souvent comme diagnostic, c'est la fibrose interstitielle, la catégorie d'après, on va en parler, où le rejet humoral, c'était 11,5% de nos biopsies. Les lésions borderline aussi, c'était un peu plus fréquent, avec 4,9% des biopsies. Donc ce TCMR, on le diagnostique, je vous l'ai dit, sur l'inflammation interstitielle et sur la tubulite, et également pour les grades 2A, 2B et 3 sur l'artérite intimale. Donc l'artérite intimale, on en a déjà parlé. L'inflammation interstitielle, donc c'est l'inflammation dans les zones non fibreuses, c'est le score I. Et donc c'est encore basé sur le pourcentage d'inflammation au sein du cortex non fibreux, avec toujours les mêmes seuils. 10 à 25% pour l'inflammation I1, 25 à 50% pour l'inflammation I2, plus de 50% du cortex non fibreux avec de l'inflammation. La tubulite, c'est un peu différent. Donc la tubulite, qu'est-ce que c'est? C'est l'exocytose de lymphocytes dans les épithéliums tubulaires. Donc ça se voit bien sur un PAS ou sur une argentation. En fait, on voit les petits noyaux des lymphocytes qui vont pénétrer les épithéliums tubulaires. Et on va grader cette tubulite en fonction du nombre de cellules qui pénètrent cet épithélium tubulaire dans le tube le plus atteint. Donc en fait, la tubulite T1, c'est lorsqu'il y a 1 à 4 cellules qui sont en exocytose dans un tube. Il faut avoir au moins 2 lésions de tubulite pour que la tubulite soit significative. T2 lorsqu'il y a 5 à 10 cellules en exocytose dans un tube. Et T3 lorsqu'il y a plus de 10 cellules ou lorsqu'il y a une destruction de la membrane basale tubulaire. Je vous donne des exemples. D'abord pour l'inflammation interstitielle, donc on voit un faible grandissement assez facilement sur un trichrome, qu'on voit bien aussi sur un PAS, donc avec ces cellules inflammatoires qui sont dans l'interstitium et qui vont un peu écarter les tubes entre eux. Ici de plus près, donc vous voyez toutes ces cellules inflammatoires. Et ensuite, une fois qu'on voit cette inflammation, on va se rapprocher pour voir s'il y a des lésions de tubulite. Donc la tubulite, je vous ai mis ici les colorations qu'on utilise pour la scorer, donc PAS et argentation ici. Alors la tubulite T1, c'est vraiment quand il y a peu de cellules. Ici, je vous ai mis donc une image de T1. On voit quelques lymphocytes qu'on voit bien, c'est des petits noyaux bleu foncé qui ont pénétré les tubes. Ici, une lésion un peu plus sévère de tubulite T2. Et là, on voit une lésion de tubulite T3 avec une destruction tubulaire. Donc en fait, il y a une destruction de la membrane basale tubulaire qu'on n'arrive plus à suivre sur toute sa circonférence. Et là également, sur l'argentation, on voit les petits noyaux qui sont plus petits que les noyaux de cellules épithéliales tubulaires, donc de lymphocytes en exocytose. Alors, ce qui est apparu au cours des dernières classifications, c'est 2 nouveaux scores pour ce qui est de l'inflammation interstitielle. D'abord, le score TI, qui en fait reflète l'inflammation non seulement dans les zones non fibreuses, qui est donc le critère actuel pour le rejet aigu cellulaire, mais également l'inflammation dans la fibrose. Donc le score TI il est basé toujours sur le pourcentage de surface couverte par cette inflammation, donc à la fois dans les zones fibreuses et non fibreuses. Donc toujours TI1 10 à 25%, TI2 26 à 50% et TI3 plus de 50%. Parce qu'en effet, on se rendait compte qu'on voyait souvent
des biopsies avec de l'inflammation dans la fibrose, mais qui finalement ne rentraient dans aucun critère diagnostique, et tout en ayant l'impression que cette inflammation dans la fibrose était de mauvais pronostic. Et prouvé par cette étude, notamment en 2009, qui montrait que le score TI était associé de façon plus significative que le score I à la survie du greffon. Et donc cette lésion TI a été ajoutée dans la classification de Banff dès 2007, mais finalement jusqu'à l'année dernière, ça rentrait en compte dans aucun critère diagnostique. Il fallait la scorer, mais ça ne permettait pas de porter de diagnostic de rejet cellulaire. Un autre score qui est apparu un peu plus récemment, c'est le score de la IIFTA. Donc c'est l'inflammation dans la fibrose uniquement, qui est toujours basée sur les mêmes critères, parce qu'il a été montré que cette IIFTA était également associée à un plus mauvais pronostic. Ça, c'était une étude en 2010 de Roselyne Manon, qui montrait donc que cette inflammation dans la fibrose, dans cette étude ça s'appelait IATRE, donc était de mauvais pronostic, et même en ayant ajusté sur la fibrose interstitielle, la créatinine et le score de I. Donc l'inflammation uniquement dans les zones non fibreuses. Donc ici un exemple de fibrose inflammatoire. Vous voyez vraiment que les zones non inflammatoires, les zones non fibreuses, pardon, ici ne sont pas inflammatoires. Et donc c'est uniquement la fibrose qui l'est. Et finalement, ça ne rentre pas, en tout cas jusqu'à l'année dernière, ça ne rentrait pas dans le critère diagnostique de rejet cellulaire. En 2015, par rapport à cette fibrose inflammatoire, il y a une petite phrase qui a été ajoutée dans la classification de Banff qui disait que l'inflammation dans la fibrose devrait être incluse dans le score des lésions de Banff et que le rejet cellulaire chronique pourrait éventuellement se manifester dans le secteur tubulo-interstitiel sous forme de cette fibrose inflammatoire. Et donc je vous ai mis ici comment on la score, mais vous avez déjà deviné, donc IFTA 1, 10 à 25% de la fibrose, IFTA 2, 25 à 50, et IFTA 3, plus de 50%. Et en fait, il y a eu 2 études après 2015 qui ont abouti à un changement dans la classification de Banff dans la catégorie du rejet cellulaire chronique. C'est donc cette étude qui a été faite par Carmen Lefaucheur et Alexandre Loupi et l'équipe de Necker, et puis une équipe de Brian Anquivel en Australie. Donc je vous ai résumé rapidement ces 2 études. Ici, dans des biopsies protocolaires à 1 an, qui avaient de la fibrose, on a quantifié l'inflammation dans la fibrose, donc la IIFTA, et finalement, en montrant que l'inflammation sévère, donc de grade 2 ou 3, était associée à un plus mauvais pronostic, et que ce score était meilleur que le score I notamment pour prédire la survie du greffon. Ce qui a été montré également, c'est que d'avoir fait un rejet cellulaire au cours de la première, et également le fait d'avoir eu une néphropathie à bécavirus au cours de la première année, était associé à un risque relatif plus important d'avoir de la fibrose inflammatoire sur la biopsie à 1 an. Ce qui était également intéressant, c'était que le fait d'avoir un traitement immunosuppresseur à base de stéroïdes, d'inhibiteurs de la calcinurine ou d'inhibiteurs des bases puriques était protecteur de cette IIFTA. Donc comme si finalement le fait d'être sous-immunodéprimé était également un facteur de risque d'avoir de la fibrose inflammatoire. L'équipe australienne a montré à peu près la même chose, avec notamment ce graphique qui montre que le fait d'avoir fait des épisodes de rejet cellulaire au cours de la première année sont associés à la présence de fibrose inflammatoire sur la biopsie à 1 an et également à un plus mauvais pronostic. Donc finalement, en 2017, de nouveaux critères de rejet cellulaire chronique sont apparus, avec, donc, basés sur cette inflammation dans la fibrose, et également sur le score d'inflammation totale. Donc maintenant,
Il y a 3 grades de rejet cellulaire chronique. Le rejet cellulaire chronique de grade 1A, qui nécessite la présence d'une inflammation totale de grade 2 ou 3, d'une inflammation dans la fibrose de grade 2 ou 3, et de lésions de tubulite modérée T2. Le grade 1B avec les mêmes critères, mais des lésions de tubulite T3. Et le grade 2, qui en fait correspond à l'ancienne définition du rejet chronique cellulaire, avec des signes vasculaires d'épaississement intimal fibroproliférant. Il n'y a pas de catégorie borderline pour cette définition du rejet chronique cellulaire. Et puis si on fait le diagnostic de rejet chronique cellulaire, on ne peut pas faire un diagnostic en plus de lésion borderline ou de rejet aigu cellulaire. Donc voilà pour les changements de la catégorie 4. Donc le rejet aigu cellulaire, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de changement. Et le rejet chronique cellulaire, des changements très récents dans la classification de Banff. La catégorie 5, c'est la fibrose interstitielle avec atrophie tubulaire, ou IFTA en anglais. C'est pareil, il n'y a pas eu de changement depuis 2005. Ce qui s'est passé en 2005, c'est juste que le nom a changé. Ça s'appelait avant chronique allograft néphropathie, néphropathie chronique du transplant, et ça s'est transformé en fibrose interstitielle avec atrophie tubulaire. Donc c'est caractérisé par cette fibrose interstitielle avec l'atrophie des tubes, souvent au milieu de la fibrose interstitielle, qui sont définis par des tubes de calibre réduit, avec des membranes basales tubulaires qui sont souvent épaissies. Et donc elle est gradée, là encore, en fonction du pourcentage de surface corticale qui présente ces lésions. Donc le CI, c'est le score de fibrose interstitielle. Alors là, le seuil pour le CI1 est un peu différent. C'est 6% et non pas 10%. Donc le CI1, c'est lorsqu'il y a de la fibrose qui concerne 6 à 25% du cortex, CI2 25 à 50, CI3 plus de 50. Et pour les tubes atrophiques, c'est pareil, moins de 25% pour le CT1, donc les tubes atrophiques, CT2 26 à 50 et CT3 plus de 50% de la biopsie corticale. Et donc là encore, c'est le trichrome de Masson qui est une coloration importante pour scorer cette fibrose, puisqu'il la montre en vert, donc c'est assez facile de la voir et de la quantifier. Donc ici, quelques exemples de fibrose interstitielle, ici qui reste discrète, ici qui est plus sévère. On peut céder des colorations argentiques et du PAS pour bien mettre en évidence l'atrophie des tubes, qui sont plus denses, avec des membranes basales tubulaires plus épaisses. On voit aussi les glomérules scléreux de façon plus nette sur une coloration argentique. Et donc le score de IFTA, il est basé donc sur ces deux lésions CI1, le CI et le CT. Donc on va parler de IFTA 1 lorsque l'un des deux scores est à 1, IFTA 2 lorsque l'un des deux scores est à 2, et IFTA 3 lorsque l'un des deux scores est à 3. Alors comment on va s'orienter devant la présence d'une fibrose pour savoir quelle est la lésion ou le phénomène à l'origine de cette fibrose? Vous savez, c'est comme sur les reins natifs, la fibrose elle est multifactorielle. Donc on va s'aider de plusieurs autres signes qui accompagnent cette fibrose pour savoir quelle en est la cause, mais ce n'est pas toujours facile de déterminer quelle est la cause précise. Évidemment, s'il y a des signes de rejet associés, on va s'orienter vers une cause immunologique. S'il y a des lésions, notamment des lésions vasculaires chroniques, ou si on sait que le patient a reçu le rein d'un donneur marginal, on va s'orienter plutôt vers des causes non immunologiques ou des causes de néphrotoxicité. Il y a des petits signes histologiques, d'accompagnement qui peuvent également orienter. Donc, l'hypertension artérielle, bien sûr, s'il y a des lésions vasculaires chroniques associées. Et c'est pour ça que c'est important de savoir quelles sont les lésions héritées du donneur. Et c'est bien d'avoir des biopsies de déclampage pour savoir si ces lésions vasculaires sont apparues après la greffe ou étaient déjà présentes au moment de la greffe. Pour s'orienter vers une toxicité des anticalcinurines, on va en reparler, on va regarder certains signes histologiques, notamment la présence d'une hyalinose artériolaire avec des dépôts parfois périphériques, la présence de vacuolisation tubulaire. Pour s'orienter vers une obstruction chronique, la présence de dilatation tubulaire ou de cylindres de protéines de Taban-Sphal.
pyélonéphrite si on voit des cylindres granuleux, et puis les néphrites virales qui sont relativement fréquentes, la présence d'inflammation interstitielle et surtout d'inclusion virale. Je vais vous montrer des images de néphrites avec un virus. Et puis des glomérulonéphrites, qu'elles soient récidivantes ou de novo. À ce moment-là, on va avoir besoin le plus souvent d'immunofluorescence. Alors pour ce qui est de la dernière catégorie, donc c'est vraiment un fourre-tout, il y a tout le reste. Donc je ne vais pas tout vous expliciter en détail, mais je vais quand même vous parler des choses les plus importantes qu'on voit le plus souvent sur les biopsies de greffons. La néphrotoxicité des inhibiteurs de la calcinurine, même s'il n'y a aucun signe histologique vraiment spécifique de ces lésions. La nécrose tubulaire aiguë, on en a déjà un petit peu parlé avec le rejet oral. La néphrite à bécavirus, les récidives de glomérulopathie, les glomérulonéphrite de novo, les pyélonéphrites, les PTLD, les néphrites immunoallergiques et puis j'en passe. Donc les infections virales, vous savez qu'en transplantation rénale, l'infection virale qu'on voit le plus souvent sur les biopsies, c'est la néphrite à bécavirus, donc, qui est un virus de la famille des polyomavirus comme virus, et qui se traduit par la présence d'inclusion virale, alors qu'on ne voit pas toujours puisque c'est une infection ascendante qui commence par la médulaire. Donc si on n'a pas de médulaire sur une biopsie, on ne peut pas être sûr qu'on ne passe pas à côté. Mais en tout cas, quand on a la chance de les voir, ces inclusions, ça donne des aspects de gros noyaux avec une inclusion, donc un aspect clair dans le noyau avec la périphérie. Et puis ce virus, il peut être mis en évidence en immunohistochimie avec un anticorps anti-SV40, qui est un anticorps donc du BK-virus et du JC-virus. Et donc je vous ai mis ici un exemple de cette immunohistochimie qui va colorer en noir les noyaux qui sont infectés par le BK-virus. Ça s'accompagne très souvent d'inflammation interstitielle et c'est parfois difficile, lorsqu'on ne voit pas les inclusions, de différencier la néphrite à BK-virus d'un rejet cellulaire. Il y a des infections virales qui sont un peu plus rares, notamment la néphrite à CMV. Je vous ai mis ici 2 images de néphrite à CMV avec les inclusions en œil de hibou, comme on apprend, et ce virus il se met préférentiellement dans les cellules endothéliales, donc on le voit assez souvent dans les cellules des capillaires glomérulaires, avec ici donc 2 inclusions virales, et ici une autre biopsie avec de gros noyaux avec cette inclusion en œil de hibou. La pyélonéphrite, on n'aime pas trop voir ces lésions sur les biopsies de greffons. On évite de biopsie au moment d'une pyélonéphrite. Mais en tout cas, quand on en voit, ça se traduit par la présence de cylindres granuleux dans la lumière des tubes, donc la présence de polynucléaires neutrophiles dans la lumière des tubes. La nécrose tubulaire aiguë, je vous en ai déjà montré une image tout à l'heure, donc c'est des épithéliums amincis, des lumières, ce qui a pour conséquence qu'on voit trop bien la lumière des tubes, avec souvent la présence de débris cellulaires dans les lumières. La néphrotoxicité des inhibiteurs de la calcinurine, donc aucun signe n'est spécifique, c'est souvent un faisceau d'arguments qui nous fait nous orienter vers ce diagnostic. Donc notamment la présence de vacuolisation tubulaire, c'est des micro-vacuolisations qu'on dit isovolumétriques, c'est des toutes petites vacuoles dans le cytoplasme des tubes proximaux. Et puis ça s'accompagne aussi fréquemment de lésions de hyalinose artériolaire avec des dépôts qu'on dit périphériques. Voici les signes histologiques qu'on peut voir dans une néphrotoxicité des inhibiteurs de la calcinurine. Donc ces vacuolisations, également de façon plus chronique, donc de la fibrose interstitielle qu'on voit souvent, en tout cas il est dit qu'elle est souvent en bande, donc elle a un aspect un peu en bande sur les biopsies de greffon rénal lorsque cette fibrose est liée à la toxicité des CNI.
et puis des signes de la microangiopathie thrombotique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle pouvait être causée par une toxicité aiguë des inhibiteurs de la calcinerie. Donc ici, des exemples de hyalinose artériolaire. La hyalinose artériolaire, c'est aussi une lésion qui se score en fonction du nombre d'artérioles et de l'intensité des dépôts. Donc avec pour le score AH1, des dépôts hyalins légers à modérés dans une ou plusieurs artérioles, AH2 modéré à sévère dans plus d'une artériole et AH3 lorsque les dépôts sont circonférentiels. Ici, un exemple de vacuolisation myocytaire qu'on peut voir également dans une toxicité des CNI, donc un signe d'ischémie lié aux inhibiteurs de la calcinerie. Et puis là, je vous ai remis des dépôts périphériques qu'on attribue volontiers à la toxicité des inhibiteurs de la calcinerie, même si ces dépôts ne sont pas spécifiques. Ici, c'est Renaud Salouche qui avait montré ça il y a quelques années. En fait, chez des patients, donc, ces dépôts périphériques sont retrouvés de façon très fréquente chez les patients ici qui reçoivent de la cyclosporine. Et ces dépôts augmentent avec le temps. Mais finalement, il y avait quand même un certain nombre de patients qui présentaient ces dépôts dits liés à la toxicité des inhibiteurs de la calcinerie, alors même qu'ils n'en avaient jamais reçu au cours de leur greffe. Donc, c'est vraiment pas un signe pathognomonique, et donc c'est toujours difficile de porter ce diagnostic de toxicité des inhibiteurs de la calcinerie. Il faut vraiment un faisceau d'arguments pour s'orienter vers ça. Les récidives de glomérulopathie, ça peut arriver, il y a beaucoup de néphropathies qui récidivent sur le greffon, c'est pour ça que c'est important de faire un fragment pour l'immunofluorescence, parce que parfois c'est le seul moyen d'en faire le diagnostic. Ici, c'est une étude assez récente qui reprenait ces néphropathies qui récidivent. Finalement, donc, qu'est-ce qui peut récidiver? C'est l'HSF qui récidive fréquemment, avec une incidence qui augmente avec le temps. La GEM, qui récidive également assez fréquemment. La membranoproliférative et la néphropathie IgA. Cependant, toutes ces néphropathies peuvent récidiver, mais elles ne sont pas toutes associées à un plus mauvais pronostic. C'est surtout la hyalinose segmentaire focale, donc FSGS, et la membranoproliférative, qui, lorsqu'elles récidivent, sont associées à un plus mauvais pronostic, ici avec une survie de 53% pour la GNLP, donc c'est ce qui altère le plus la survie du greffon, et de 73% pour la FSGS. Et ici, le risque relatif de perte du greffon en fonction des néphropathies, donc vous voyez, multiplié par 6,8 pour la GNLP et multiplié par presque 5 pour l'HSF. Alors que pour l'IgA et la GEM, ça peut récidiver, mais ça altère moins le pronostic. Ici, c'était une autre étude qui avait étudié ces récidives de glomérulonéphrite sur le greffon. C'est une étude de 2002, c'est un peu plus ancien. Finalement, la récidive, c'était la 3e cause de perte du greffon à 10 ans après le rejet chronique et le décès avec greffon fonctionnel. Et vous voyez là encore, les deux néphropathies qui étaient associées à un plus mauvais pronostic, c'était la GNLP et la HSF. Les glomérulopathies de novo, c'est très rare, mais ça peut arriver. On peut voir des GEM de novo sur le greffon. Elle arrive le plus souvent après 2 ans de greffe. Les lésions d'HSF sur le greffon, c'est assez fréquent et c'est souvent des lésions secondaires à d'autres lésions, c'est-à-dire à de la toxicité des inhibiteurs de la calcineurine, à des lésions de rejet humoral chronique ou à d'autres lésions. La microangiopathie thrombotique, on a vu, ça peut arriver, ça peut être lié au rejet humoral, ça peut être lié à la toxicité des CNI, ça peut être également des chutes typiques ou des chutes typiques sur le greffon, on en a vu quelques cas récemment. Les lésions glomérulaires minimes sur le greffon, ça peut également se voir, c'est assez rare, et donc ça va se traduire par des syndromes néphrotiques chez le patient transplanté. Les anti-GBM, c'est assez anecdotique chez des patients qui ont été greffés pour un syndrome d'Alport, donc qui ont une mutation d'une chaîne alpha du collagène 4. En fait, ils reçoivent un greffon qui n'est pas muté,
et ils vont développer des anticorps contre cette molécule qui est mutée chez eux et donc développer une véritable maladie de bout de pasture. C'est quand même relativement rare. Et puis, là encore, de façon anecdotique, des GNMP de novo sur le greffon ou des vascularites ANCA de novo sur le greffon. Pour finir, je crois que c'est la dernière diapo, vous allez presque pouvoir bientôt souffler. Donc le PTLD, qui se traduit par un infiltrat qu'il va falloir typer pour savoir quel type de syndrome lymphoprolifératif devant quel type on se. Et puis des lésions de toxicité, notamment toxicité des produits de contraste. On peut voir ça également sur le greffon qui vont se traduire par des vacuoles qu'il ne faut pas confondre avec les vacuoles de toxicité des CNI. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous ai mis quelques références.